En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, et la fondatrice et directrice de la publication du magazine Causeur, Elisabeth Lévy. Ensemble, nous reviendrons sur l'affaire Houellebecq. Le recteur de la Mosquée de Paris nous expliquera pourquoi il avait porté plainte contre l'écrivain et pourquoi il a finalement changé d'avis et a abandonné les poursuites contre Michel Houellebecq. Elisabeth Lévy nous donnera également son point de vue sur cette affaire. Plus largement, nous débattrons de la liberté d'expression et de ses limites, notamment lorsqu'il s'agit de l'islam. En portant plainte contre Michel Houellebecq, la Grande Mosquée de Paris défendait-elle l'honneur des musulmans ou portait-elle atteinte à la liberté de penser? L'islam est-il compatible avec la liberté d'expression? Cette dernière doit-elle être totale ou doit-elle être davantage encadrée? Les controverses intellectuelles doivent-elles être réglées au tribunal? Le politiquement correct et l'antiracisme judiciaire favorisent-ils le vivre ensemble ou sont-ils des outils de censure? Tout de suite les réponses du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, et celle d'Elisabeth Lévy, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Elisabeth Lévy, Chemseddine Hafiz, bonjour. Bonjour. Chemseddine Hafiz, commençons par un rappel des faits. Vous avez déposé plainte mercredi 28 décembre contre l'auteur de Soumission pour provocation à la haine contre les musulmans. Les propos visés avaient été tenus dans la revue de Michel Onfray, Front Populaire, qui rendait compte sur 45 pages d'une conversation entre l'écrivain et le philosophe. Deux extraits vous ont choqué. Deux extraits tirés d'un long raisonnement. Il y a 45 pages dans cet entretien. Je vais citer le premier pour être exact. Quand les territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu, déclarait Michel Houellebecq. Il y aura des attentats devant des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref, des Bataclans à l'envers. Ça, c'est pour le premier extrait. Et le second, le souhait de la population française de souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Pourquoi avoir déposé plainte et pourquoi avoir finalement retiré cette plainte? Alors, je n'ai pas déposé plainte. Le 28 décembre, j'ai annoncé que la Grande Mosquée de Paris allait déposer plainte. C'était effectivement une revue qui avait été publiée fin novembre. Et moi, j'ai commencé à être informé par un certain nombre de fidèles qui m'écrivaient ou qui m'interpellaient dans la cour de la Grande Mosquée de Paris. Et puis, j'ai regardé donc ces articles incriminés. Je l'ai confié à mes avocats, on a échangé entre nous et lorsque j'ai vu qu'il y avait une possibilité de saisir les tribunaux, c'est ce que j'ai annoncé. Alors, à ce moment-là, donc, les articles étaient là et le grand rabbin Chaim Corsia, à l'occasion d'une tribune qu'il a publiée dans le quotidien Le Figaro, il déclare qu'il allait essayer de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Il avait une critique entre, je dirais, à la fois les propos de Michel Houellebecq et mon action en justice. Et donc on s'est concerté, et puis on s'est rencontrés jeudi matin, donc il y a 2 jours de cela. Effectivement, on a échangé. D'abord, j'ai senti que Michel Houellebecq était très affecté par cette décision. J'allais vous demander justement comment vous l'avez senti. Vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui était plein de haine envers les musulmans, non, manifestement? Pas du tout. Il avait déjà préparé. D'abord, il m'avait gentiment remis son interview qui avait été diffusée la veille sur Le Point. Et moi-même, en arrivant, puisqu'ils étaient tous les deux déjà assis, quand je suis arrivé, je lui ai dit un peu, écoutez, si c'est votre réponse que vous me préparez, on prend un café ensemble et on se quitte, puisque c'est quand même... Parce que dans son interview, il est quand même assez dur. Et il me dit non, pas du tout. Et c'est là où il m'a fait une proposition, je dirais spontanément, me disant, écoutez... moi, je suis très attaché au texte, voilà l'expression qu'il a utilisée, et je peux comprendre que les 2 passages incriminés vous aient posé un problème à vous et à la communauté musulmane. Et c'était donc une interview, et avec Michel Onfray, nous avions convenu d'en faire un livre. Et là, le grand rabbin lui a dit oui, mais un livre, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être publié, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Il nous dit non, moi j'ai le texte, il m'a présenté les 2 modifications, donc précision, passages incriminés, et il me dit à ce moment-là, on peut les publier là où vous voulez.
Et c'est comme ça qu'on a contacté le Figaro et on a convenu donc de publier à la fois les réponses. Alors moi, je voulais quand même prendre un peu de temps et j'ai dit à ce moment-là que j'allais suspendre ma décision parce que je pense qu'il fallait quand même réfléchir. Je voyais vraiment qu'il y avait une intention de la part de Michel Houellebecq qui a quand même reconnu qu'il y avait un problème dans ses déclarations. Et que même si, bien évidemment, il n'y avait pas d'excuses publiques, moi je n'avais pas l'intention de l'humilier. Quand j'ai été, c'était vraiment pour essayer de trouver... Et justement, pourquoi ne pas avoir commencé par là, peut-être ? Alors écoutez, d'abord, et merci de me poser cette question, parce que moi je pense que les musulmans, nous sommes des citoyens comme les autres. Et lorsque nous considérons qu'à un moment donné qu'il y a une infraction à la liberté de la presse, puisque le législateur en 1881, c'est pas moi qui ai mis les limites à la liberté d'expression. Je pense qu'il y a effectivement une limite à la liberté d'expression. Vous savez, moi j'ai commencé mon combat. Alors on a beau me critiquer, me dire que je suis contre la liberté d'expression. Je crois que les gens qui me connaissent savent pertinemment que j'ai une personnalité, que j'ai été avocat et avocat chevillé au corps. Et que la liberté d'expression, pour moi, elle est importante. C'est un principe fondamental. Mais dans toute société démocratique également, il doit y avoir des limites à cette liberté d'expression. Sinon, on va s'invectiver, on va s'injurier, on va se diffamer, sans qu'il y ait véritablement de limites. Et à ce titre-là, c'est comme ça que en 2000, j'avais décidé, Dalil Boubacar était recteur à l'époque, nous avions voulu le faire parce que en même temps... Déjà contre Michel Houellebecq. Contre Michel Houellebecq, absolument, parce que je veux montrer que les musulmans de France sont des citoyens à part entière comme tout le monde. Ce n'est pas d'aller brûler des drapeaux français, ce n'est pas d'aller faire des manifestations violentes, etc. Moi, je veux... Non mais certes, mais il y a je termine, Elisabeth, et vous aurez tout le temps de réagir après, mais il y a tout de même un contexte. D'ailleurs, vous aviez porté plainte également contre Charlie Hebdo en 2006, et vous aviez écrit dans le Figaro, puisque c'est moi qui avais publié votre tribune, quelque part que vous regrettiez un peu cette plainte. Vous disiez longue vie à Charlie Hebdo, et vous voyez bien que le contexte islamiste fait que quand on porte plainte contre certains individus pour des propos, ils peuvent devenir des cibles. Et donc, est-ce que vous êtes posé la question de faire de Michel Houellebecq une cible, tout simplement ? C'est bien que je vais vous dire non. Mais en même temps, lorsque nous avions... Vous n'êtes pas posé la question, vous n'êtes pas demandé s'il y avait un risque. Mais bien sûr que je me pose toujours cette question. Vous pensez bien que je suis peut-être celui qui est le plus conscient des dangers. Mais en même temps, que faire ? Laisser les violences se créer à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a un aspect pédagogique des choses. Et lorsque Charlie Hebdo, effectivement, quand vous lisez ma tribune, mais entre 2006 et... Quand j'ai rédigé ma tribune, je devais même témoigner au procès Charlie Hebdo. Il y a eu cette tragédie. Bien évidemment que moi, j'ai immédiatement dénoncé ce qui s'était passé à ce moment-là, que ce qui s'est passé à l'hypercachère, la violence ne règle pas les problèmes. Et donc aujourd'hui, moi-même, je me bats en permanence contre ces extrémistes qui sont en train de salir. Est-ce que c'est pas la vraie raison de votre plainte ? Pardonnez-moi de vous poser la question franchement. Quand on voit les réseaux sociaux, vous êtes parfois traité de suppôts de l'islam par des gens qui sont d'ailleurs plus des identitaires, pas des terroristes, mais des gens qui trouvent que vous êtes trop modéré, trop tiède. Et est-ce que vous n'avez pas voulu donner un gage à ceux qui vous trouvent trop tiède en portant plainte ? Pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas du tout dans cette posture. Mais vous savez, j'ai une position assez particulière. Moi, je suis pris en tenaille par deux radicalités. Par une première radicalité qui est les islamistes qui ne m'aiment pas, parce que lorsque je suis arrivé à la tête de la mosquée de Paris, j'ai publié un an après un manifeste contre le terrorisme islamiste, dans lequel je dis bien qu'il y a un distinguo à faire. Et moi, j'ai toujours supplié les intellectuels français, les élites françaises, de faire ce distinguo. Parce que sinon, on essentialisait. Ce que j'ai dit à Michel Houellebecq, on n'aurait jamais été ensemble si vous n'avez pas essentialisé. Aujourd'hui, ce qui est terrible, moi, je suis musulman. Ça veut dire que je suis un voleur, je suis agressif, et je dois quitter la France. Il y a des enfants qui ne connaissent que leur patrie française.
Moi, j'ai 68 ans. À la limite, si on m'expulse, je retournerai en Algérie. Il n'est pas question de ça. Merci. Comment c'est ce que dit Michel Houellebecq. Il faut qu'on s'en aille. On va prendre au pied de la lettre chaque mot. On en parle après une courte pause, notamment avec Elisabeth Lévy, qui n'a pas pu réagir pour le moment. Et qui a beaucoup de questions. Qui aura tout le temps de parler et de débattre avec vous après une courte pause. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite en toute vérité. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec le grand recteur de la mosquée de la grande mosquée de Paris, et la directrice de Causeur que vous connaissez bien sur cette antenne, Elisabeth Lévy. Nous revenons sur l'affaire Houellebecq et la plainte avortée en quelque sorte de la grande mosquée de Paris. Le recteur nous a expliqué pourquoi il avait voulu dans un premier temps porter plainte, pourquoi il avait choisi finalement de suspendre puis de retirer cette plainte. Elisabeth Lévy, vous avez suivi cette affaire de près. Comment vous avez réagi au moment de la plainte et est-ce que vous êtes convaincu finalement par les propos du recteur dans cette première partie d'émission? Ça dépend lesquels, d'abord. Et d'abord, je suis enchanté de pouvoir échanger avec vous. Non, je ne suis pas convaincu par votre choix initial de déposer plainte. Vous avez demandé dans votre introduction, vous avez dit que peut-on faire? C'est l'état de droit. Alors je précise immédiatement, vous avez parfaitement le droit de porter plainte et ça n'est pas infamant, mais je pense que c'est politiquement une erreur. Et pourquoi? Parce qu'il y a d'autres façons de réagir, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous avez publié d'ailleurs, je crois, plusieurs tribunes dans ces jours-là. C'est une réaction qui me semble beaucoup plus adaptée au débat intellectuel. Et pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il faudrait, dans le fond, convaincre le plus grand nombre possible de nos compatriotes musulmans que oui, en France, on peut être offensé par les propos des autres, par les pensées des autres, par leur vision des choses, et que on répond. On répond pas forcément. Moi, la judiciarisation m'enquiquine, je vous le dis. Je ne pense pas que c'est aux tribunaux de régler ce genre de controverse. En revanche, nous sommes le pays des Lumières, nous sommes le pays du combat, de la controverse civilisée. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut dire aux musulmans, oui, c'est la douleur de la liberté, comme dit Alain Finkielkraut, et que attaquer, dans le fond, le plus grand écrivain français vivant, enfin ce que je considère comme le plus grand écrivain français, c'est tout de même le plus lu dans le monde en tout cas. Je pense que c'est un grand écrivain. Oui, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est un grand écrivain. Et est-ce que c'est pas un symbole fâcheux? Est-ce que c'est pas Voltaire, si vous voulez, qu'on essaye de mettre au tribunal? Alors vous avez parlé de débat intellectuel. Moi je crois pas qu'on soit... Bien évidemment, il y a le débat intellectuel, mais elle reste. Il y a une communauté aujourd'hui qui, depuis un certain nombre d'années, fait l'objet d'injures, de critiques, d'essentialisation en permanence. Je ne sais pas si vous en êtes consciente, mais aujourd'hui, les musulmans, en France, se considèrent comme... Aujourd'hui, la cause de tout. Quand il pleut, c'est à cause des musulmans. Imaginez lorsque il y avait, du fait de la guerre en Ukraine, un certain nombre d'incidences, il n'y avait pas d'huile, c'est à cause des musulmans, etc., etc. Je crois qu'à un moment donné, si. J'ai pas entendu ça. Moi non plus. Je peux vous envoyer des articles. Oui, parce que vous vous intéressez pas à cette question. Moi, je m'y intéresse tout le temps. Si, on s'y intéresse. Oui, ça dépend sous quel angle. Moi, je peux vous envoyer les documents, des articles des chefs d'entreprise qui l'ont dit dans les médias. Tout simplement. Et donc moi je pense qu'il y a d'abord un élément de pédagogie. Vous avez raison de dire que ici c'est la liberté d'expression. Nous sommes le pays de la satire. Vous savez, même si on doit reprendre, et je pense qu'on a le temps, lorsque moi j'ai assigné en justice Charlie Hebdo, il y avait un certain nombre de caricatures. Il y en avait 12 ou 13 de mémoire. On n'en a retenu que 2. Et à l'époque, on avait Christophe Bigot, qui était le grand spécialiste du droit de la presse, qui nous avait dit il faut que la couverture, donc la fameuse caricature de Cabu, nous l'avions prise. Mais c'était surtout 2 caricatures sur les 13 ou 14 caricatures. Moi, j'ai toujours essayé de faire mon travail de manière à montrer que nous sommes des citoyens à part entière. Vous me dites que c'est pas parce que je suis le plus grand écrivain et le plus lu au monde que j'ai un droit à l'impunité.
Non, ce n'est pas possible. D'accord, mais le symbole, vous savez, à un moment donné, il faut aujourd'hui... Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi vous ne vous êtes pas ému lorsque les chrétiens, récemment, ont saisi le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, ils ont saisi toutes les juridictions possibles, imaginables, pour attaquer un texte sur la loi du 24 août 2021, qu'on dit la loi sur le séparatisme? Vous ne vous êtes pas ému, vous ne vous êtes pas posé la question. Mais dès qu'il s'agit des musulmans, on doit être le moins visible possible pour être des citoyens normaux. Moi, je ne veux pas aujourd'hui, aujourd'hui que, si vous voulez, on remette en cause notre citoyenneté. Non, mais personne ne remet en cause votre citoyenneté. Mais on vous a entendu, on laisse répondre Elisabeth. Non, mais surtout parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les questions douloureuses. Oui, vous dites, on demande aux musulmans d'être en gros discret. Oui, on demande aux musulmans comme à tous les autres. Moi, je le demande aussi aux juifs. Je n'aime pas l'ostentation. Nous sommes dans un pays de culture chrétienne. Et est-ce que vous pouvez comprendre déjà, avant d'en venir à la question encore plus douloureuse, qui est celle de la délinquance, qui est celle dont parle Michel Houellebecq, et là, je voudrais être précise pour en parler, donc je vais séparer les choses, mais pouvez-vous comprendre que pour beaucoup de Français qui considèrent que les musulmans, effectivement, sont des citoyens absolument égaux comme les autres, mais que toutes les cultures n'ont pas absolument la même place dans ce pays. Moi, je suis juive. Si vous voulez, je considère que je fais partie d'une culture minoritaire, qui n'est pas la culture majoritaire de ce pays. Et par exemple, je trouve ça tout à fait normal que Noël soit férié et pas Kippour. Moi aussi. Et est-ce que vous pouvez comprendre que beaucoup de Français, quand ils voient dans certains quartiers des mœurs, là je ne vous parle pas de religion, je vous parle de mœurs, je vous parle d'une façon d'être, si vous voulez, et des quartiers qui deviennent totalement musulmans, où on pourrait se croire dans un pays musulman, est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut heurter nombre de Français qui ont peur, pour le dire comme Christophe Guilluy, de devenir culturellement minoritaires chez eux? Alors, je vais vous répondre très simplement. Moi-même, je suis heurté. Moi-même, je suis heurté. Je sais que la France, c'est la fille aînée de l'Église. Je sais que la culture chrétienne, c'est la culture principale. Il n'a jamais été question, pour moi, d'aller dans le sens de me trouver à égalité avec le christianisme ou même avec le judaïsme. Nous sommes ceux qui sommes arrivés les derniers. On s'est assis à la table de la République. Moi, je veux simplement qu'on ait notre place. Tout simplement. Ne pas chercher à m'asseoir et à prendre la place de l'autre. Pas du tout. Je suis dans cette... je dirais dans ce rôle. Et ce que j'ai dit à Michel Houellebecq, puisque au cours de l'entretien, on est resté quand même un peu plus d'une heure à échanger. Moi, je lui ai dit que s'il n'avait pas essentialisé les musulmans et l'islam, peut-être qu'on ne serait pas rencontrés. À toute chose, malheur est bon. J'ai eu l'occasion de rencontrer... Mais essentialise surtout les Français de souche, en réalité. Je sais, mais écoutez... Il fait parler, juste pour que les auditeurs qui n'ont pas forcément lu l'entretien, effectivement, dans l'entretien, dans le passage, il explique que les Français pensent que les Français de souche. Les Français de souche pensent que les musulmans sont des voleurs, effectivement, et des délinquants. Alors, mais juste, je voulais vous poser une question quand même. Est-ce que vous les prenez, j'allais dire, au premier degré, au pied de la lettre? Au pied de la lettre. Et surtout, est-ce que faut resituer le contexte? On est dans une conversation de 6 heures, avec des échanges. La parole n'est pas toujours hyper précise. Donc, on peut penser que l'intention de Michel Houellebecq n'est pas de désigner les musulmans à la vindicte, si vous voulez. C'est pas à moi d'interpréter. Si vous pouvez interpréter, vous êtes quelqu'un d'intelligent. On le voit, et vous êtes ouvert au dialogue. Monsieur Devecchio, oui, je suis ouvert au dialogue, bien qu'on m'ait même contesté, je dirais, cette possibilité. J'étais le commissaire politique. On a quand même utilisé beaucoup d'expressions me concernant. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, vous avez raison, quand on voit certains quartiers ou quand on voit certains comportements, mais moi, mon travail, et j'aimerais qu'on participe tous à ce travail, c'est faire là aussi le distinguo entre la religion, qui est une foi, qui est une relation transcendantale entre le fidèle et son créateur, point à la ligne, comme les autres religions, mais après il y a des comportements. Moi, je suis tellement déçu et triste quand je vois un petit voyou dans la rue parce qu'il a la tête d'un maghrébin et qu'on dit tiens c'est un musulman qui est voleur, c'est un voleur.
Moi, c'est ça que j'essaie de donner comme définition. C'est pas au nom de l'islam qu'il a été volé. Alors, non, mais ça, vous dites raison. Bien sûr, c'est une évidence pour vous. Vous avez raison, mais il y a une sociologie. Et là, je voudrais vous poser cette question qui est douloureuse pour nous tous. Et d'ailleurs, le gouvernement français en a parlé à plusieurs reprises. Et dans le fond, c'est ce que pointe Houellebecq en faisant un renversement évidemment tout à fait abusif, parce que on voit bien aujourd'hui que dans un certain nombre de cas, si vous voulez, la majorité des délinquants ou une grande partie des délinquants sont issus de l'immigration musulmane. Voilà. Et ça, ce qui ne veut évidemment pas dire que c'est évidemment pas. On ne peut évidemment pas en inférer, je tiens à le dire avec force, que la majorité des musulmans ou une grande partie des musulmans seraient des délinquants. Mais il n'empêche que quand vous êtes, comme vous dites, un Français de souche, peut-être on reviendra parce que vous récusez cette expression, mais une différence, c'est pas une hiérarchie. Il y a des Français de souche. Il y en a pas à cette table, mais il y en a. Voilà. Quand vous êtes comme ça, un Français de souche, et que vous entendez tous les 4 matins que quelqu'un s'est fait agresser, que quelqu'un s'est fait poignarder. Alors là, il y a les migrants, qui les derniers arrivés, derniers, pas installés forcément, mais que vous entendez et que très souvent, effectivement, ça vient de ces populations de l'immigration, si vous voulez, est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui ne font pas des thèses de sociologie, si vous voulez, se disent, il y a quelque chose qui se passe, il y a une partie de l'immigration musulmane qui n'est pas intégrée à notre pays, alors qu'elle est là depuis longtemps. Écoutez, moi je vous dis encore une fois, je partage totalement ces préoccupations. Je le comprends et moi, à ma place, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, ça fait 3 ans que je suis à la tête de cette institution. Tous les jours que Dieu fait, j'essaye, un tant soit peu, d'apporter des explications aux non-musulmans. Parce qu'il est de notre devoir à nous d'aller vers ceux qui ne connaissent pas la religion musulmane, pour leur expliquer ce qu'est l'islam réellement. Avec les imams, je fais un travail, je vais pas me jeter des fleurs, mais intéressez-vous à ces questions, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui essayent aujourd'hui, effectivement, d'essayer de soulager en tout cas, ou de prendre en considération la préoccupation des Français. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a vraiment aujourd'hui une préoccupation concernant l'islam. Je le dis clairement, je pense. Donc maintenant, que faisons-nous ensemble ? Moi, c'est ça la question que je pose. Au lieu, il y a des discussions très savantes concernant l'islam et les musulmans, mais on n'invite jamais les musulmans pour en parler. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, merci. Notamment, merci. Très souvent dans le journal. Je crois qu'il nous a fait le signe. On arrive, mais on continue à parler de tout cela. Vous pourrez finir votre développement après une courte pause. On continue à parler de liberté d'expression, de la place de l'islam en France. Est-ce que la liberté d'expression, c'est dans les prétoire ou est-ce que c'est ailleurs comme sur ce plateau, et j'en suis très heureux. Voilà, on en parle après une nouvelle pause sur Sud Radio en toute vérité. Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité. Avec Shemz Eddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, avec Elisabeth Lévy, la directrice de Causeur. Nous débattons de la controverse autour de Michel Houellebecq, de cette plainte finalement avortée de la Grande Mosquée de Paris, plus largement de la liberté d'expression. Et avant la pause, le recteur nous disait que les musulmans n'étaient jamais invités sur les plateaux pour s'exprimer. Est-ce que c'est tout à fait vrai? Ça, là, d'abord, vous êtes ici. Beaucoup s'expriment, mais ont un discours souvent victimaire. Vous reconnaissez qu'il peut y avoir des problèmes d'intégration. Vous reconnaissez la réalité de l'islamisme. Mais il y a beaucoup de musulmans qui sont invités sur les plateaux et qui ne reconnaissent pas tout ça, et qui sont dans une posture victimaire aussi. Alors, est-ce que les musulmans n'ont pas les représentants, les bons représentants, en fait? Est-ce que c'est pas ça le problème? Moi, je pense qu'effectivement, pendant un certain temps, il n'y a pas eu de représentants du culte musulman. On voit d'abord, par rapport aux autres cultes, il faut reconnaître que lorsque vous avez déjà dans la formation théologique, les imams, quand vous prenez les prêtres, les rabbins, on voit bien qu'il y a une difficulté pour les imams qui, d'abord, nous n'en avons pas assez. Ceux qui viennent de l'étranger. Pour former des imams, c'est extrêmement difficile aujourd'hui dans la société française. Quelqu'un qui aurait 19-20 ans, qui termine son cursus et qui a son baccalauréat, est-ce qu'il serait attiré par la fonction d'imam? Il faut
qu'il y ait la création d'un statut d'imam, une rémunération, une retraite, etc. Tous ces éléments font qu'il y a un travail absolument important pour cela, mais c'est difficile et ce sont des choses qu'on ne voit pas. Mais on a besoin d'avoir un encadrement. Pardonnez-moi de vous couper, je pense qu'Elisabeth va renchérir, mais je vous pose quand même la question. On a parfois l'impression que les imams qui viendraient de la République, qui auraient un discours républicain, etc., par une partie du public qu'on voit sur les réseaux sociaux, et moi qui connais certains quartiers, sont déconsidérés. Sont considérés comme des traîtres et sont sous protection policière, comme vous, comme le dit Elisabeth. Là aussi, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de ces jeunes. Moi, je suis très préoccupé par les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pas beaucoup de possibilités. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse ce travail tous ensemble. Encore une fois, ça ne concerne pas les musulmans. Pourquoi ? Parce que en fait, ils sont en quête d'identité. Vous avez une voix islamiste qui leur dit « Attention, ne soyez jamais français, parce que si vous devenez citoyen français, vous vous éloignez de votre foi. Et on ne peut pas aujourd'hui avoir à la fois la citoyenneté et la foi musulmane. Nous sommes dans un pays de koufars, donc d'infidèles. Les dirigeants de ce pays ne sont pas musulmans, etc. etc. C'est toute une rhétorique qui est extrêmement dangereuse. Eux, ils l'entendent lorsqu'ils sont au chômage, lorsqu'ils ne travaillent pas, etc. etc. Je veux pas, encore une fois, je vous vois, vous me regardez avec vos yeux bleus, je suis pas en train de me victimiser, mais je vous dis une réalité. Et aujourd'hui, ces gens qui sont dans les banlieues, ils ont deux possibilités. Soit ils vont dans les mosquées extrémistes, soit ils vont dans la délinquance. Excusez-moi, mais ça c'est vous qui faites un amalgame. Je fais pas d'amalgame. Tous ces gens des banlieues qui s'en sortent. Attendez, non, mais là vous venez de dire les gens des banlieues ont deux possibilités, la mosquée. Non, j'ai dit. C'est intéressant. Non, attendez, Elisabeth, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il y a des jeunes. J'ai pas dit tous les jeunes de banlieue. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont en quête d'identité. C'est parfois difficile de s'exprimer sans dire les, parce que vous avez dit les. Vous avez pensé il y a, mais vous avez dit les. C'est pour ça que c'est compliqué. Ils sont en quête d'identité, ces jeunes. Ils sont pris. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. Il y a énormément de jeunes Français qui partent en Arabie Saoudite et qui reviennent avec une haine de la France et avec une vision totalement sectaire de l'islam. Alors permettez-moi de vous interrompre à ce stade, parce que pardonnez-moi, je ne crois pas qu'ils aient besoin d'aller en Arabie Saoudite pour cela, parce que vous êtes d'origine algérienne ou algérien encore, vous êtes français et algérien, je pense. Il y a beaucoup de jeunes d'origine algérienne qui ont été élevés dans la haine de la France. Beaucoup de livres, beaucoup d'études l'attestent. Aujourd'hui, si vous voulez, moi je crois que la France est encore un pays, si vous voulez, qui aide beaucoup, où il y a un système social malgré tout plus développé que n'importe où ailleurs, et que quand on se bagarre, c'est plus dur pour quelqu'un qui vient de banlieue, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Et d'ailleurs, il y en a plein. Il y en a plein, si vous voulez, qui ne sont ni à la mosquée, ni dans la délinquance. Enfin, ni à la mosquée, au sens où vous l'entendez, c'est pas... mais ce qui nous inquiète, si vous voulez, c'est qu'il y a aujourd'hui de jeunes Français qui se sentent moins français que leurs parents. Moins français que leurs parents, si vous voulez. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la France qui serait raciste, qui serait... c'est pas ce qu'il a fait. Je ne parle pas de vous, là, je dis, c'est un discours ambiant. Bien sûr. Et il me semble, si vous voulez, que quand on regarde les études, on se dit que vous êtes en train, si ce n'est déjà fait, de perdre la bataille. C'est une bataille à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez parlé d'un islam qui n'a rien à voir avec cela. D'un point de vue théologique, je vous crois, et je vous crois dans l'histoire, ça existait. Il se trouve qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on voit de l'islam, c'est quand même essentiellement... des tendances islamistes, parfois politiques, séparatistes. Donc, on est un peu découragé. Moi, je suis le premier à avoir dénoncé ce séparatisme dans une tribune que je n'ai pas publiée dans le Figaro, je l'ai publiée dans Le Monde, mais j'ai rappelé quand même pourquoi il y a ce séparatisme. Et vous avez raison, mais... Vous trouviez que la loi séparatiste n'allait pas assez loin, oui, absolument. Il me semble. J'ai dit qu'elle n'allait pas assez loin et que... Alors, je vous invite à relire cette charte qui a été faite à l'époque au nom du Conseil français du culte musulman, qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que cette charte, elle a été très loin, notamment sur la question du racisme. On a dénoncé le fait qu'on puisse dire qu'il y a un racisme d'État en France. C'est impossible. Et en même temps, on a abordé des sujets théologiques parce qu'il est également de notre devoir, à nous musulmans, de parler de théologie. Mais vous me posez une question, est-ce que nous n'avons pas déjà perdu la bataille ? Si vous nous aidez, vous, et je vous fixe du doigt, vous, les personnes comme vous, qui avez
cet intérêt pour cette religion. Et vous savez qu'il y a des problèmes. Eh bien, au lieu aujourd'hui de laisser Michel Houellebecq essentialiser une religion, de prendre tous à bras le corps cette affaire et de dire que les musulmans qui veulent rester dans la citoyenneté, qui veulent travailler dans ce pays, qui veulent et qui aiment ce pays, eh bien, faisons en sorte de les aider à devenir des citoyens à part entière. Pas parce pourquoi que on les entend si vous peu savez, c'est comme ça, hein, je n'y peux rien, parce que quand on parle, on prend des coups. C'est mon cas aujourd'hui à moi. Donc, par contre, moi je dis que d'abord en France, vous savez, je ne vais pas vous refaire la question de la Nahda, mais l'éveil à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ça s'est passé ici en France. Le grand imam Mohamed Abdou, d'origine égyptienne, Jamal Din al-Afghani, ils sont venus ici en France, ils ont débattu, ils ont été à la Sorbonne et ils ont voulu créer, je dirais, cette réforme, cet éveil de l'islam. C'est ce que j'essaye de faire. Mais moi, je sais pertinemment que je ne pourrai pas tout seul. Il faut aujourd'hui que Vous avez tout à l'heure cité Alain Finkielkraut. Ben moi, j'aimerais bien qu'Alain Finkielkraut, au lieu lui aussi de jeter d'une façon assez agressive je dirais sa haine contre l'islam, il devrait se poser des questions et essayer de trouver des solutions. Moi, chaque fois que j'ai reçu... je ne peux pas vous laisser dire que mon ami Alain Finkielkraut a de la haine pour l'islam. C'est pas vrai. Il a souvent déclaré. Non, il a des critiques. Oui, bon. Non, il a des critiques sur très fortes. Oui. Mais ce n'est absolument pas de la haine, pardonnez-moi, mais je le dis. Justement, ça m'amène à poser une question intéressante, j'espère, mais une question de théologie pour le coup, parce que la question théologique se pose. Est-ce que on fait toujours la distinction entre islam et islamiste, et je suis sûr et certain qu'il y a des musulmans qui ne sont pas des islamistes, mais est-ce que le problème ne vient pas des textes? D'ailleurs, dans d'autres religions, il y a des choses violentes dans les textes, et est-ce que dans l'islam, on peut se détacher ou pas des versets qui seraient problématiques? La capacité d'interprétation. D'une part, est-ce qu'il y a des versets problématiques, et d'autre part, est-ce que vous avez une capacité d'interprétation? Alors moi, en tant que croyant, je ne suis pas imam, mais je suis recteur de la mosquée de Paris. Mais aujourd'hui, en tant que croyant, je ne peux pas considérer que le message divin puisse être critiqué ou qu'il porte des germes de la violence. Moi, je considère, et je l'ai dit récemment dans une interview, j'ai dit que d'abord, lorsqu'il y a eu la révélation coranique, c'était au 7e siècle. La grammaire telle qu'on la connaît arabe aujourd'hui, c'est au 8e siècle. Donc, il y a eu des problèmes d'interprétation déjà de la langue arabe elle-même, c'est-à-dire sans passer aux traductions. Quand vous voyez un verset coranique, moi j'ai pris un exemple, c'est il y a un verset où il dit il autorise l'homme à frapper sa femme. Moi, personnellement, et je le dis de manière extrêmement... Je considère que le Dieu que j'aime, celui de la miséricorde, ne puisse pas aujourd'hui dire qu'il faut frapper une femme. Et quand vous prenez le mot en arabe, darb, ça veut dire frapper, effectivement. Mais en même temps, il a un certain nombre d'interprétations, et il y a notamment une interprétation que moi je colle à ce verset coranique, en disant « éloigne-toi de ta femme lorsque tu te fâches avec elle ». Ce qui est tout à fait normal dans des relations entre un homme et une femme, en dehors de toute, je dirais, culture religieuse ou quoi que ce soit. Donc c'est ça aujourd'hui, il faut faire un travail, et il faut regarder avec bienveillance les choses. Et moi je pense que c'est un travail important qu'il faut faire. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a des versets problématiques, il faut les écarter. Le verset de l'épée par exemple, pour vous, c'est pas un verset problématique? Attendez, l'islam, d'abord les versets coraniques ont été révélés au prophète Mohammed pendant 23 ans. Dieu aurait pu lui envoyer tout ça d'un coup. S'il l'a fait, c'est dans des contextes différents, c'est dans des moments différents. C'est lorsque le prophète lui-même était confronté à des situations particulières qu'il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire, et c'est comme ça qu'il y a eu, je dirais, un certain nombre de révélations. On y croit, on n'y croit pas. C'est intéressant justement, puisque vous nous dites que c'est des versets qui, par définition, sont historiques. Donc pourquoi refuser plus globalement l'historicisation? Mais ça va se faire par des scientifiques. C'est en train de se faire. Et moi, j'appelais de mes voeux à ce que l'islamologie en France reviennent, parce que nous n'avions plus d'islamologie. Nous n'avions plus tous, pratiquement, le dernier Mohamed Harkoun est décédé il y a quelques années, on n'avait plus d'intellectuels. Moi, j'appelle effectivement à ce qu'on reprenne, mais c'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas islamologue. Moi, je voudrais aujourd'hui, pour répondre à votre question, parce que si je savais que j'étais battu, je me retire. Mais je pense
effectivement que le défi est à relever, mais en même temps, c'est la question de tous. Nous devons tous nous intéresser à cette question. Après, les questions théologiques, vous avez raison, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Mais en même temps, vous avez dit sur le plan sociologique. Et sur le plan sociologique, à partir du moment où on me dit que les musulmans ont toute leur place dans la société française, parce que c'est le combat que je mène. Comme individu, pas toute leur bien pratique. Sûr, mais bien évidemment, écoutez, je suis avocat depuis 40 ans, j'ai vécu dans un cabinet d'avocats où il y avait une majorité de confrères juifs, j'étais la minorité à l'époque, on est resté 20 ans ensemble. Il n'y a jamais eu de problème. Vous savez, quand on pratique sa religion musulmane, et je dis que c'est une religion totalement compatible avec la loi de la République. Merci Chemseddine Hafiz, merci Elisabeth Lévy d'être avec nous sur Sud Radio en toute vérité. On se retrouve après une courte pause pour une dernière partie et pour continuer à débattre de tout cela. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? On continue aussi à parler politiquement correct et antiracisme judiciaire. Favorise-t-il le vivre ensemble ou sont-ils des outils de censure? Vous aurez les réponses après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, avec la directrice de Causeur, Elisabeth Lévy. Nous sommes revenus longuement sur l'affaire Houellebecq. Plus largement, nous parlons de la liberté d'expression et de l'islam, de la place de l'islam dans la République. Le recteur nous faisait une analyse théologique en disant que finalement, il y avait une marge d'interprétation pour certains versets du Coran. Mais est-ce que c'est à la République finalement de faire ce travail théologique? Est-ce que finalement la République elle a simplement à définir ce qui est la loi? Est-ce que la France à définir ce qui est la culture française sans rentrer peut-être dans ce débat théologique là? Parce que c'est un combat mondial. Là aussi la loi est claire, hein. Il y a la séparation de l'État et de l'Église. L'État n'a pas du tout à s'immiscer à la fois sur les problèmes théologiques ou sur les problèmes d'organisation, etc. Mais moi, je crois effectivement qu'il y a un travail à faire, que à la fois les imams, mais en même temps, aujourd'hui, les élites, comme je les appelle, c'est-à-dire les sociologues, les historiens, c'est ce que je fais à la mosquée de Paris. Il y a énormément d'intellectuels qui viennent pour débattre de ces questions. J'ai envie d'écouter ce qu'ils disent, leurs critiques, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et en même temps, moi je voudrais simplement expliquer également une chose, peut-être qu'on n'en est pas suffisamment conscient. Aujourd'hui, les musulmans de France ne connaissent pas leur religion. Pour la plupart, ceux qui sont nés ici, ceux qui, avec la laïcité, il y a aujourd'hui une méconnaissance totalement du rite. Et c'est quand même très compliqué. Et quand on compare, je dirais, aux deux autres cultes, le christianisme et le judaïsme, on voit que pour les juifs, par exemple, lorsqu'ils font leur bar mitzvah à 13-14 ans, ils ont toute une formation religieuse, ils apprennent l'hébreu. La transmission se fait dans les familles. Absolument. Nous, les familles aujourd'hui, les primo-migrants au départ, quand ils sont venus, n'avaient pas la connaissance de la religion, de la pratique religieuse. Ils mimaient un tout petit peu ce qu'ils avaient vu dans leur pays d'origine, mais par la suite, c'était très difficile de transmettre. Et aujourd'hui, là où il y a une vraie difficulté, c'est qu'il y a certaines mosquées, certaines écoles dans les mosquées qui ont été fermées par le ministre parce que on enseignait un islam totalement... Totalement, je dirais, extrémiste. Quand on voit des gamines de 3 ans dans une école coranique avec une tenue, le djellbab, etc., c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, mais moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que cette version, on regarde les études, on regarde les études qui sont faites de façon régulière. Aujourd'hui, est-ce que c'est la version dominante? Pardon, je voudrais finir ma question, Alex. Quand on voit les études, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une proportion énorme, notamment dans la jeunesse de jeunes musulmans qui sont plutôt sensibles à cette version-là. Et moi, je voudrais quitter un peu parce que c'est très bien. Rien offert. Je voudrais vous demander, revenir sur cette distinction que vous faites. Vous estimez qu'il y a une distinction claire entre islam et islamiste. Alors, dans la théorie, c'est certainement tout à fait vrai. On voit bien, vous avez défendu votre vision de l'islam. J'ai lu votre entretien avec Richard Malka. En revanche, quand il s'agit d'êtres humains, la différence me semble beaucoup moins claire. Des mômes qui vont en abaya à l'école aujourd'hui, ou qui insultent Mila. Et pardonnez-moi, je ne suis même pas sûr qu'ils soient hyper pratiquants. Peut-être le sont-ils. Peut-être la pratique du jeûne s'est effectivement développée. Mais
qu'est-ce que vous diriez? Qu'ils sont musulmans ou islamistes? À mon avis, il n'y a pas de frontière claire. Et ça nous pose un problème. Là, je voudrais pas mettre la frontière parce que, en fait, ceux qui sont attaqués à Mila, c'est une discussion entre adolescents qui a totalement dégénéré. Puis on a commencé à utiliser n'importe quelle terminologie, n'importe quelle expression pour essayer de blesser l'autre. Oui, il y a une distinction. Moi, personnellement, l'islam, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une relation directe entre le fidèle et son créateur. Il y a un verset coranique qui dit tout simplement que il y a une relation directe entre vous et votre créateur et personne n'a à vous juger. Personne ne peut vous juger. C'est quand même important. Parce qu'on fait souvent la critique que l'islam, il n'y a pas de clergé, etc. Moi, je suis persuadé que le fait qu'il n'y ait pas de clergé en islam, c'est ça la chance de l'islam. Mais malheureusement, on est dans une mauvaise passe actuellement. Mais surtout la pression sociale souvent nous dit l'inverse. Comme les autres religions ont traversé des moments extrêmement difficiles dans des siècles passés. Aujourd'hui, c'est le cas de l'islam. Je le reconnais volontiers. Et donc, à partir du moment où un musulman vient faire sa prière, faire son jeûne, il y a 1 mois de Ramadan, il fait 10 mois, c'est son problème. Il y a 5 prières quotidiennes obligatoires, il en fait 50, c'est son problème. À partir du moment où il est dans cette relation, il ne fait de mal à personne. À partir du moment où cette relation verticale, il en fait une relation horizontale où il va vous regarder, vous dire, je vous serre pas la main parce que vous êtes une femme. Pour une femme musulmane, il faut qu'elle porte un foulard, etc. etc. C'est l'islamisme. L'islamisme commence à partir du moment où moi, j'essaie de vous imposer ma vision de la vie. Parce que, effectivement, l'islam, c'était également une façon de vivre. Si je vous oblige à porter un foulard, je vais essayer de vous imposer quelque chose. Voilà, à partir du moment où on est dans le cadre islamiste. Et l'islamisme, il peut aller jusqu'à l'action violente. D'accord, mais mettons de côté, parce que l'action violente est heureusement le fait d'une minorité, ce qui nous préoccupe. Aujourd'hui, c'est le comportement de tous les jours. Bien sûr. C'est l'idéologie et le terreau. Or, ça fait partie de l'idéologie, c'est une doctrine politique. Ce que nous voyons aussi, si vous voulez, c'est que cette façon, cette pression sociale, ce regard de est-ce qu'il est assez ceci, est-ce que celui-là il est assez cela, est-ce qu'il fait Ramadan, par exemple, si vous voulez, le fait que, y compris dans beaucoup de pays musulmans, on ne peut pas ne pas faire Ramadan. C'est de l'intolérance, tout simplement. Parce que je vous ai cité un verset coranique. C'est que personne aujourd'hui, sauf Dieu, qui puisse juger de mon comportement en tant que musulman. C'est simple. Il n'y a pas autre chose. Et c'est ça la beauté de la religion musulmane. Même l'imam, nous n'avons pas, comme je le disais, de clergé. L'imam ne peut pas venir me dire ce que tu as fait n'est pas bien ou ce que tu fais est bien. C'est ça qui est important dans notre religion et il faut en tenir compte. C'est pour cela aujourd'hui, oui, vous avez raison, quand des enfants se présentent à l'école dans des tenues, je l'ai dit, j'ai fait un communiqué là-dessus, j'ai reçu tous les coups possibles et imaginables, on m'a traité de tous les noms, mais peu importe, je suis pas là pour plaire ni à l'un ni à l'autre. Comme je vous le disais, ce qui est terrible pour nous, c'est qu'il y a cette je dirais, étau qui est pour nous extrêmement compliqué. Et ce que j'ai dit à Michel Houellebecq, c'est que, en fait, moi, depuis 3 ans, je suis en train de construire, brique par brique, une doctrine pour pouvoir véritablement remettre tout le monde, je dirais, d'accord, et vous êtes venu avec un poquelin, vous m'avez tout cassé. Un simple mot. Et c'est ça qui est terrible. Parce que Michel Houellebecq, on l'écoute. C'est quelqu'un qui a une parole qui porte. Et c'est pour cela que je l'ai attaqué en justice. Vous ne voyez pas que tout le monde est un peu trop susceptible dans notre pays et qu'il faut accepter d'entendre des choses qui nous déplaisent à la fin? Parce que moi, et encore une fois, je le dis aussi à tous les autres, hein, je veux dire, je n'aime pas la plainte systématique, souvent des institutions juives, etc. Je pense qu'il vaut mieux répondre, s'énerver, s'engueuler, si vous voulez, mais... Est-ce que vous diriez que c'est un outil de censure aujourd'hui, l'antiracisme judiciaire? Est-ce que c'est bien utile? Oui, je dirais ça, mais je ne dirais pas que c'est ce que voulait le recteur. Je dirais oui, c'est un outil de censure. Oui, vous ne croyez pas du tout que ça favorise aujourd'hui le vivre ensemble, le dialogue? Ah non. moi je pense... désaccord sur ce point. Non, moi je pense que la décision judiciaire, elle est nécessaire. Elle n'est pas, bien évidemment, la seule. La preuve en est, c'est que moi, lorsque j'ai écouté Michel Houellebecq, j'ai échangé avec lui, je vous dis encore une fois, je ne suis pas totalement satisfait par, je dirais, ces modifications. Mais j'ai vu qu'il y avait une volonté d'apaiser, il a vraiment montré cette volonté. Bien évidemment que j'y ai mis un terme, et je pense que effectivement on est tous sortis par le haut dans cette affaire, et grâce au grand rabbin. Donc,
Oui, il faut discuter, mais à un moment donné, on ne peut pas constamment discuter. Il faut arriver, à un moment donné, à ce que la justice, parce que c'est son rôle aussi, à la justice. Vous avez parlé du grand rabbin. Je me rappelle qu'à Montpellier, ce sont des imams et des représentants de la communauté gitane qui ont apaisé les choses. À Dijon, c'était des imams et des Tchétchènes. Est-ce que nous devons nous habituer, dans le fond, à ce que ce soit les autorités religieuses dans notre pays qui soient devenues les médiateurs? Ce qui, je dois dire, me gêne un tout petit peu. Non, écoutez, moi je vois par exemple pendant le Covid, revenons aux autorités religieuses, lorsqu'il y a eu le Covid, on a été les enfants pauvres du système. Lorsque nous avions des réunions régulières avec les pouvoirs publics, on leur disait, et notamment c'était Joël Mergui qui était président du Consistoire, qui dit aujourd'hui, financièrement, on est dans des situations compliquées, nous, responsables de culte, ils nous ont pas entendus. On a aidé des supermarchés, on n'a pas aidé les cultes. Mais en même temps, je crois qu'à ce moment-là, oui, le rôle des responsables religieux a été important. Mais bien évidemment, je voudrais pas qu'on devienne des médiateurs de la République. Ça serait quand même complètement fou. On va sortir de notre rôle. Donc oui, nous devons, lorsque c'est nécessaire, parce que nous avons besoin de cet apaisement de la société qui est quand même très fracturée aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai dit à Michel Houellebecq. Vous avez un tout petit peu participé en jetant un peu d'huile sur le feu. Et encore une fois, ce n'est pas l'homme que j'ai attaqué, ce sont ses propos. Parce que il faut également resituer les choses dans leur... Tout à l'heure, vous me disiez, pour Charlie Hebdo, quelques années plus tard, il y a eu cette fameuse tragédie. On pourrait penser que c'est moi qui étais à l'origine de cela, alors que moi je suis dans une discussion intellectuelle. Non, mais j'ai remis en cause. Et je peux vous dire... On n'a jamais dit que c'était ce que vous aviez voulu. Je sais. On a dit que ça avait pu désigner. Il y en a certains qui le disent, mais bien sûr. Voilà. Et vous savez, j'ai discuté avec Philippe Valls, j'ai discuté avec Caroline Fourest à l'époque, etc. Parce que je voulais également débattre. Vous savez ce qu'ils ont fait, Charlie Hebdo? Ils avaient rencontré Dalil Boubaker et le lendemain, ils l'ont caricaturé en train d'être un bulldog sur les genoux de Jacques Chirac. Et je lui ai dit, c'est ça la caricature. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous avez des gens devant vous qui ne vivent que de la caricature. Il reste très peu de temps. Je voudrais quand même, après le dernier attentat contre Salman Rushdie, beaucoup de gens ont été assez choqués par un de vos tweets où vous citiez, je ne sais pas si c'est inversé, les croyants se prosterneront alors que les mécréants ne le pourront guère, leur dos restera raide, et lorsque l'un d'eux souhaitera se prosterner, sa nuque partira dans le sens inverse. Bon, je cite. Et beaucoup de gens ont été à la fois surpris que ça vienne de vous et assez choqués après l'attentat contre... Alors on a imaginé toutes les versions, sauf qu'il s'agissait d'une erreur de la part de la mosquée de Paris. Moi, j'étais pas là. J'étais absent. J'étais complètement horrifié par ce tweet, mais j'ai assumé toutes les responsabilités en espérant que ceux qui me connaissent vont dire que c'est pas possible, j'en sois l'auteur, mais on me le retire à chaque fois lorsque je fais avancer les choses. Merci Elisabeth Lévy. À un moment donné, les auditeurs ils vont se dire que on est très copains, vous et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois qu'on se voit. Mais vous avez 15 secondes, mais concluez justement. Moi, je voudrais dire concernant Salman Rushdie, je suis peut-être le seul responsable religieux musulman à avoir écrit à Salman Rushdie. J'ai publié ma lettre pour le soutenir en disant restez comme vous êtes, comme je l'ai dit pour Charlie Hebdo. Je crois qu'aujourd'hui, alors surtout si on doit parler, alors j'ai pas le temps, sur les versets sataniques, il y a toute une histoire dans l'islam des versets sataniques, c'est pas lui qui a inventé ce concept, mais je comprends aujourd'hui, et je l'ai dit à Michel Houellebecq, parce qu'il avait dit que j'étais islamophobe à temps partiel, dans son interview du Point, je lui dis, vous pouvez être islamophobe à temps plein, moi ça ne me gêne pas que vous n'aimez pas les musulmans, je vais pas vous demander vous n'aimez pas l'islam. Même l'islam, c'est pas un problème. Non, c'est pas la même chose. C'est de critiquer qui est quand même problématique. Merci Shems Hafiz, merci Elisabeth Lévy pour ce débat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En toute vérité sur Sud Radio. En attendant, je vous laisse avec les informations.